Amis chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cet épisode de Regards croisés. Chaque année, les résultats du baccalauréat, du brevet, de l'entrée en sixième suscitent les mêmes réactions. Satisfaction pour les uns, déception pour les autres, mais surtout un débat autour du taux de réussite. Pourtant, un examen est par nature un mécanisme de sélection, donc il est normal qu'il y ait des admis et des recalés. La vraie question est ailleurs. Que nous disent réellement ces résultats? Révèlent-ils simplement les niveaux des élèves ou mettent-ils en lumière les forces, les limites et les défis de notre système éducatif? Comment expliquer ces chiffres? Où se situent les difficultés et surtout, quelle école voulons-nous construire pour les générations à venir? C'est le thème de cette nouvelle édition de Regards croisés. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir deux invités dont le parcours et les regards se complètent. À ma droite, M. Momodou Diallo Paté, inspecteur principal de l'enseignement fondamental. Au cours de sa carrière, il a été inspecteur départemental de l'éducation nationale, inspecteur de l'inspection générale de l'éducation nationale, conseiller pédagogique à l'Institut national, mais aussi formateur à l'école normale des instituteurs de Nouakchott. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Diaoufal et ravi de me retrouver autour de votre plateau, surtout en compagnie de mon frère et collègue Bakary Gueye. Merci. Alors, à ma gauche, nous avons M. Bakary Gueye, écrivain, journaliste, enseignant et analyste politique, fort de plus de 30 ans d'expérience. Il est rédacteur en chef des sites Initiative News, Madar, collaborateur de l'Agence mauritanienne de l'information, vice-président de la section mauritanienne de l'Union internationale de la presse et point focal de la Fondation des médias pour l'Afrique de l'Ouest. Bonsoir et merci d'être parmi nous ce soir. Bonsoir, merci beaucoup, merci pour l'invitation. Merci aussi d'avoir invité mon grand, M. Diallo, qui est vraiment quelqu'un qui connaît très bien le système éducatif mauritanien. Merci à vous deux d'avoir accepté l'invitation. Alors, entrons maintenant dans le vif du sujet. Alors, quand on parle des résultats de l'entrée en sixième, du brevet ou du bac, quelle est votre première lecture? Qu'est-ce que ces chiffres révèlent réellement, selon vous? Merci Diaoufal. Alors, de prime abord, je dirais que personnellement, je ne suis pas surpris par ces résultats, parce que pour quelqu'un qui suit un peu ce qui se passe dans le système éducatif et les résultats du baccalauréat ces 11 dernières années, nous pouvons dire que ces faibles taux commencent à devenir la règle. Parce que sur 11 sessions, donc 11 années, nous voyons que les meilleurs résultats que nous avons eus se situent dans les années 2023-2024 et ça ne dépassait pas 28%. Quand un système arrive à ce point, il y a lieu de se poser les bonnes questions sur ce qui n'a pas marché. Parce que dans un système éducatif qui fonctionne, l'échec doit être l'exception. C'est la règle. C'est la réussite qui doit être la règle. Et chez nous, les taux sont tellement faibles, surtout quand on les met en rapport avec ce qui se passe dans la sous-région. Donc, il y a lieu de ne pas se contenter de faire des diagnostics, de ne pas se contenter de pleurnicher, mais d'essayer, comme disait l'autre, de secouer le mammouth, de voir là où ça ne va pas et de mener une réflexion profonde sur aussi bien le fonctionnement du système, mais aussi sur les modalités d'évaluation des candidats. Oui, voilà. Donc, pour le moment, c'est ce que je voulais dire. D'accord. Merci. Moi, je vais abonder dans le même sens que Doyen Diallo. En fait, ces résultats, effectivement, comme il a si bien souligné, ne sont pas du tout une surprise. Parce que depuis plusieurs années, la tendance est vraiment à la baisse. Et le taux d'admission au baccalauréat est vraiment anormalement très bas. Cela, en tout cas, s'explique tout simplement par les dysfonctionnements, par les problèmes structurels que connaît notre système éducatif. On sait aujourd'hui que c'est un système qui fait face à beaucoup de difficultés, qui fait face à beaucoup de problèmes. Donc des problèmes qu'on ne pourrait pas énumérer ici vraiment pendant cette émission parce qu'ils sont tellement nombreux. Mais quand même, il faut reconnaître qu'au niveau du système éducatif aujourd'hui,
les enfants ne bénéficient pas des meilleures conditions qui pourraient leur permettre vraiment de réussir comme il se devait aux examens. Parce que l'environnement lui-même ne s'y prête pas. Nous avons aujourd'hui des classes généralement très pléthoriques, des classes parfois qui frisent les 100 élèves, et ça vraiment c'est vraiment une preuve que ça ne va pas, c'est pas du tout un environnement qui est favorable. Il y a également le problème également des enseignants qui se posent également. Voilà, ça aussi c'est un problème parce qu'on sait qu'aujourd'hui il y a toujours des déficits. Quand on regarde un peu la carte scolaire, il y a toujours des déficits ça et là au niveau des établissements scolaires, notamment au niveau du secondaire. Donc ça aussi, ça a un impact sur le taux d'admission parce que les élèves de terminale sont appelés à finir leur programme et malheureusement, il arrive parfois qu'ils n'ont pas, par exemple, les enseignants ne sont pas disponibles et cela aussi a son impact. Il y a également une très grande responsabilité de la part des parents d'élèves aussi, qui eux aussi ne jouent pas vraiment leur rôle comme il se doit, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, il y a pratiquement une démotivation au niveau même des élèves. On voit que les élèves ne sont pas vraiment motivés à apprendre. Et ça aussi, moi je trouve que c'est la plus grande part des responsabilités d'ailleurs, revient un peu aux élèves eux-mêmes qui ne sont pas motivés pour apprendre. Il y a bien entendu d'autres facteurs qui expliquent également ce taux d'échec qui est anormalement bas et nous aurons l'occasion d'y revenir. Très bien. Alors messieurs, essayons de comprendre vraiment ce qui se cache réellement derrière ces chiffres. Votre expérience en tant que dans le système éducatif, est-ce qu'un résultat du baccalauréat se joue en terminale ou ça commence un peu plus tôt? Merci pour la question. Non, le bac ne se joue pas à partir de la terminale. Le bac se joue beaucoup plus tôt, à partir de la maternelle, à partir du préscolaire. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un système éducatif. Et quand on dit système éducatif, c'est un entrechèvement entre le préscolaire, le primaire, le moyen secondaire et le secondaire. Chez nous, on dit le secondaire. Et que pour un bon départ dans la vie scolaire, il serait bon que nous ayons un enseignement préscolaire bien élaboré où les enfants sont pris en charge très tôt pour être préparés à l'enseignement primaire. Et là, il faut reconnaître que chez nous, il y a du chemin à faire parce que l'enseignement préscolaire est encore marginal. Il est rattaché à un ministère qui n'est pas le ministère de l'Éducation. Il est rattaché au ministère des Affaires sociales, de l'enfant et de la famille. Et il n'est pas, actuellement, il est au stade expérimental au niveau de certaines écoles publiques. Et c'est un premier pas pour améliorer ce secteur. Et ce que nous demandons, c'est qu'on aille vers une accélération du processus pour que l'enseignement préscolaire soit généralisé. Parce que si l'enfant est pris en charge très tôt, à l'âge de 3 ans, 4 ans, on lui permet de préparer un très bon cursus au niveau du primaire, ce qu'on appelle ici le fondamental chez nous. Et le fondamental, chez nous, a l'avantage d'avoir un personnel d'encadrement varié. Vous avez le directeur d'école, vous avez ce qu'on appelle un conseil pédagogique, vous avez ce qu'on appelle un inspecteur de l'enseignement. Malheureusement, il faut reconnaître que ces dernières années, les inspecteurs de l'enseignement, qui sont un élément essentiel dans l'encadrement de proximité des enseignants et des directeurs d'école, n'ont pas tous les moyens pour jouer leur rôle. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des inspecteurs qui sont affectés à l'intérieur du pays, après un mois, ils se retrouvent à Nouakchott où ils vaquent à leurs occupations. Oui. Ce qui n'est pas bien. On ne forme pas des cadres
pour les laisser s'évaporer dans la nature. Donc, il serait bon de remettre de l'ordre dans tout ça, parce que, comme je dis, le bac se prépare avant. La génération Bakary, c'est ce que je dis. Ceux qui avaient bénéficié d'un bon enseignement au primaire avaient parcouru le collège sans problème. Parce que si, le primaire, c'est le fondement. Si vous avez une bonne formation au primaire, le collège, vous le traversez. C'est peut-être au niveau du lycée que vous allez avoir de nouvelles choses. Au niveau du lycée, avec les techniques de résumé, voilà. Maintenant, en mathématiques, les choses vont avancer en niveau, etc. Mais il y a un autre aspect aussi. L'autre aspect, comme je vous l'avais rappelé dans mon cursus, j'ai eu la chance de travailler aussi bien à l'IPN qu'à l'Inspection générale de l'éducation. À l'IPN, qu'est-ce qu'on fait? On conçoit et on édite les manuels scolaires sur la base du programme qui est conçu par l'Inspection générale de l'éducation. Et dans ces deux structures, j'ai eu à y travailler. Qu'est-ce qu'on avait remarqué? Parce qu'à l'époque, d'ailleurs, je travaillais avec des coopérants français. Nous avions remarqué que même au primaire, les programmes étaient surchargés. Moi, je me rappelle la première fois que je devais, c'était avec la réforme de 99, j'étais sur 2 manuels, j'avais en chantier 2 manuels, le manuel de 3e année et le manuel de 6e année. La dame, qui est une coopérante française, quand elle a vu le programme au niveau de la 6e année, il me dit, Diallo, vous continuez à enseigner tout ça au primaire? Mais ce n'est pas possible. Nous, il y a des notions que vous continuez à enseigner au primaire que nous avons renvoyées au collège. Donc, il y avait nécessité du toilettage des programmes. Alléger le voilà, c'est juste pour justifier, pour démontrer que le bac se joue beaucoup plus tôt. Merci beaucoup. Alors, vous, dans le débat public, on réduit souvent les résultats à un pourcentage. Mais derrière ces chiffres, quelle réalité de notre école, de notre société oui, je crois que ma réponse sera liée d'ailleurs à la première question que vous avez posée. Qu'est-ce que révèlent ces résultats? Donc, ces résultats, effectivement, révèlent tout simplement, reflètent l'état de notre système éducatif qui a de sérieux problèmes, des problèmes structurels. Et donc, les élèves ne sont pas préparés. Et comme vous le savez, le baccalauréat, c'est une évaluation sommative, comme on dit dans notre jargon d'enseignant. Donc, mais le baccalauréat ne peut pas se jouer sur une année, sur la terminale. Malheureusement, c'est la grande erreur, parce qu'on voit que nos élèves, en général, qui manquent cruellement d'encadrement, donc croient que c'est à partir de la terminale qu'il faut commencer à préparer le bac. Et c'est là, malheureusement, la grande erreur. Parce que de fil à aiguille. Voilà, de fil à aiguille. Donc, parce que quand, par exemple, vous n'avez pas préparé en amont votre baccalauréat, il y a de fortes chances que vous heurtez vraiment au mur infranchissable du baccalauréat en terminale. Et tout ça est lié tout simplement à un problème d'encadrement. L'encadrement qui n'est pas fait comme il se doit. Et cet encadrement-là, si au niveau de l'enseignement primaire, comme a souligné l'inspecteur Diallo, il y a un encadrement qui est plutôt qu'on pourrait juger d'acceptable parce que le corps des inspecteurs existe et fait plus ou moins son travail malgré le manque de moyens. Au niveau du secondaire, tel malheureusement n'est pas le cas. Parce que tout simplement, le corps des inspecteurs est encore très faible et donc n'est pas déployé sur l'ensemble du territoire. Ce qui fait que il y a beaucoup de professeurs qui sont là, qui exercent sans aucun suivi. Et là, ça se répercute malheureusement sur les enseignements qu'ils dispensent, parce que tout simplement, un professeur doit être suivi de près par l'inspecteur. Malheureusement, non seulement ils ne sont pas suivis, mais aussi parfois ils ne sont pas dans les meilleures conditions pour pouvoir vraiment dispenser des cours qui pourraient permettre aux élèves de profiter au maximum de leurs enseignements. Donc, bref, je dirais tout simplement que ces résultats-là sont tout simplement le reflet
d'un système qui a des problèmes structurels qu'il conviendrait de régler. Sinon, on va continuer vraiment à tourner autour du pot. Et on risque de continuer avec des résultats qui vont se détériorer année après année. Voilà. D'accord. Donc, avant même de... On ne peut pas parler de pourcentage d'échec ou de réussite sans vraiment parler de l'examen en lui-même. Alors, quand on analyse ces résultats, c'est l'examen national, est-ce qu'il faut aussi interroger la manière dont cet examen est conçu et organisé? Ouais. Tout à fait. C'est fondamental. Parce que quand on dit examen, il y a en amont un travail à faire. Il y a des épreuves à préparer. Et les épreuves sont conçues en fonction du programme que les enfants sont censés avoir vu durant l'année scolaire. C'est pourquoi il faut s'entourer de beaucoup de précautions pour avoir des épreuves pertinentes, des épreuves conformes au programme et qui sont conçues par des gens qui connaissent bien le système, mais qui connaissent les enfants qui sont en face. Parce que notre système a tellement évolué et avec cette évolution du système éducatif, tout le monde se rend compte que les niveaux d'année en année baissent. Et il faut en tenir compte. L'enfant de 2026 n'est pas l'enfant de 70, il n'est pas l'enfant de 1980. Même si, au fond, les programmes n'ont pas beaucoup bougé, parce qu'il n'y a pas eu le toilettage qu'il faut, et il fallait faire ce toilettage-là. Parce que les enfants d'aujourd'hui ne peuvent pas continuer à étudier des programmes que leur papa et leur grand-père ont déjà eu à étudier. Tout cela démontre qu'il y a un travail d'adaptation du programme aux réalités du pays, mais aussi au profil des enfants que nous avons en face. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir un programme au rabais. Il faut avoir un programme standard, puisque nous sommes entourés, nous sommes dans un monde planétaire, un programme qui permet d'avoir des enfants qui auront le profil, qui pourront continuer à l'université, qui pourront faire un enseignement professionnel acceptable pour pouvoir être utile dans la vie de tous les jours. Donc, les examens, les épreuves d'examen, les concepteurs de ces programmes, tout ceci, on doit y mettre beaucoup de précautions, beaucoup de soins. Mais aussi, peut-être on y reviendra, l'autre partie, la partie correction. Très bien. Voilà, oui, ça, peut-être j'y reviendrai. Oui, moi je vais ajouter tout simplement que effectivement l'organisation des examens elle-même pose problème. Parce que on a constaté effectivement, surtout en tout cas pour l'examen du baccalauréat, que les sujets sont souvent largement au-dessus du niveau des élèves. Malheureusement, on ne tient pas compte des niveaux, on ne tient pas compte de la situation qui existe réellement. Et je crois que ça, c'est vraiment une erreur qu'il conviendrait de corriger. Voilà. Donc il faudrait que les examinateurs ou bien ceux à qui on confie donc la confection des sujets d'examen ou le choix des sujets puissent vraiment partir de la réalité. Ça, je crois que ça fait partie vraiment c'est l'une des causes de la faiblesse. Comment le choix des sujets se fait? Parce que on peut voir que les élèves de terminale refont toute une archive de dernières années. Donc, comment est conçu réellement effectivement, ces sujets? généralement, les sujets sont conçus par des professeurs, en tout cas pour le baccalauréat. C'est généralement des professeurs qui ont une certaine expérience, des professeurs généralement connus pour leurs compétences et à qui on demande de proposer des sujets. Donc il y a une commission qui est là, moi je suis professeur, je propose mon sujet, il y a 2 ou 3 collègues qui proposent chacun un sujet et puis la commission va trancher. C'est comme ça un peu que les sujets sont choisis. Voilà. Mais malheureusement, il se trouve qu'à chaque fois, c'est généralement des sujets qui sont assez complexes
et auxquels les élèves vraiment n'arrivent toujours pas à s'en sortir. Il y a également une autre cause qu'il conviendrait également de souligner, une autre cause de l'échec au niveau du baccalauréat, qui est vraiment la phase finale du cycle secondaire. Parce que, vous savez, au niveau de notre école, on a beaucoup jonglé. Il y a eu d'abord beaucoup de réformes. À chaque fois, nous avons des réformes qui interviennent au niveau du système éducatif. On a également beaucoup d'approches éducatives qui généralement ne sont même pas maîtrisées par les enseignants, par les professeurs. Vous savez que depuis la réforme de 1999, nous avons adopté l'approche par les compétences, qui est l'APC. C'est une approche très nouvelle qu'on a importée, qui était appliquée dans des pays développés. En quoi consiste-t-elle concrètement? En fait, c'est une approche qui consiste tout simplement à faire en sorte que ce sont les élèves eux-mêmes qui doivent créer l'enseignement. C'est-à-dire que les enseignements sont créés, au lieu que c'est l'enseignant qui est là, qui va vraiment dispenser le cours, généralement on va faire en sorte que c'est l'élève qui va produire le cours. En fait, c'est une approche participative, voilà, qui nécessite la participation active. Voilà. Oui, mais ce n'est pas seulement ça, mais aussi l'APC se caractérise par ce qu'on appelle l'évaluation critériée. C'est-à-dire, au lieu de faire une évaluation au pif, on élabore des critères de correction d'épreuves. C'est-à-dire, c'est une approche qui est très intéressante, qui est très performante, mais malheureusement, à l'installation de l'approche, les formations ont été mal conduites et les encadreurs, aussi bien que les enseignants, n'ont pas maîtrisé l'approche et finalement, chacun n'en faisait qu'à sa tête. C'était une catastrophe. Alors que dans la sous-région, nous avons été pionniers dans l'adoption de l'approche par les compétences. Les autres pays sont venus après nous, mais comme ils y sont allés de manière beaucoup plus organisée, ils nous ont dépassés de très loin. Effectivement. Oui, parce que qu'est-ce qui se passe chez nous? Quand il y a une nouvelle approche, il y a de nouveaux financements. Quand il y a de nouveaux financements, il y a des convoitises. On ne regarde plus l'aspect utilitaire, utilitaire. On est en train de voir derrière ces formations qu'est-ce qu'on peut gagner. C'est ce qui fait que nous nous retrouvons avec des problèmes. Effectivement. Voilà. Je crois aussi que tous ces problèmes sont nés de la réforme, de la dernière réforme qui a été menée au niveau du système éducatif mauritanien, la réforme de 1999. Au niveau de cette réforme également, il y a eu beaucoup de tâtonnements. Et ces conséquences, ce sont ces conséquences que nous vivons aujourd'hui. Tous ces mauvais résultats que vous voyez sont nés un peu de cette réforme-là. Parce que c'est une réforme qui n'a pas été bien pensée, c'est une réforme qui n'a pas été bien appliquée. Donc on l'a appliquée vraiment de manière pas tellement appliquée, ce qui fait que cela s'est retourné contre le système et les élèves se sont retrouvés vraiment avec des niveaux anormalement bas. Parce qu'en vertu de cette réforme, il était dit que les matières scientifiques devraient être enseignées exclusivement en langue française. Est-ce que vous voyez? Donc toutes les matières scientifiques, que ce soit au primaire, que ce soit au secondaire, toutes les matières scientifiques devraient être enseignées en français. Mais malheureusement, cela n'a pas pu être appliqué parce que tout simplement, il n'y avait pas suffisamment d'enseignants qualifiés de français qui pouvaient appliquer cela. Et on a raté la réforme dès les premières années, dès la première édition de l'entrée en sixième. Parce que la première édition de l'entrée en sixième, je me rappelle bien, c'était en 2005, je crois. Là, les enfants, normalement, ils ont fait les matières scientifiques en français, mais ils se sont retrouvés à l'examen, on leur dit non, comme ils n'ont pas appris le français. Pour certains. Pour la plupart, on leur dit, bon, on leur donne deux choix.
vous avez l'arabe, vous avez le français. Si vous voulez traiter le sujet en arabe, ce n'est pas sérieux. Vous voyez? C'est ce genre de dysfonctionnement et ça a continué. Et au niveau des établissements secondaires, on continue à enseigner ces matières-là en arabe, voire même en hassaniya. Ce qui fait que, surtout en hassaniya d'ailleurs, ce n'est pas en arabe. Même à l'université. Aujourd'hui, là où je vous parle, au niveau de l'université, les enfants, on leur enseigne en hassaniya, le français, bon, pratiquement, ils ne comprennent pas. Parfois, vous avez des matières qui doivent être enseignées en français, mais elles sont enseignées en hassaniya parce que tout simplement, les enfants ne comprennent pas. Ça vous montre un peu tous ces dysfonctionnements. Donc, à la lumière de tous ces problèmes, ce n'est pas étonnant qu'on se retrouve avec des résultats du bac qui sont catastrophiques. On s'est retrouvé cette année avec des taux de 13%. C'est très bas en première session. Bon, c'est sûr qu'en deuxième session, le taux on va essayer un peu d'augmenter. Ils vont le pomper comme d'habitude. Mais franchement, c'est... Mais juste pour le compléter sur cet aspect, parce que lui, il est en train de faire la genèse de la réforme de 1999, qui actuellement est en train d'être dépassée, parce que depuis 2022, il y a la loi d'orientation qui nous impose une nouvelle réforme. Oui, on revient en arrière. Mais il faut qu'on apprenne de nos erreurs. Parce que là-bas, on avait... Tu sais, le drame de ce pays-là, si vous regardez dans le monde entier, c'est le pays où on fait le plus de réformes. Si vous regardez en moyenne, tous les 10 ans, il y a une réforme en Mauritanie. Et toute réforme est une révolution copernicienne. Parce que c'est tout qui change. Les langues d'enseignement changent. L'utilisation des enseignants change. Tout est chamboulé. Et tout est chamboulé. Et donc, ce qu'il dit, c'est bon de le rappeler, parce que nous sommes en train de vivre une nouvelle réforme, qui est d'ailleurs décriée, parce que tout simplement, elle a été forcée. Parce que normalement, on devait avoir une période de transition, pendant laquelle l'ancienne réforme devait continuer à fonctionner, en attendant que la mise en place de la nouvelle réforme avec la réintroduction des langues nationales. Mais là, ils ont lancé l'expérimentation des langues nationales sans donner des échéances sur la fin de l'expérimentation et ils ont imposé la réforme. Alors que cette période devait être utilisée pour continuer l'ancienne réforme, pour permettre aux gens de continuer. Ça veut dire qu'on risque de retomber dans les mêmes travers. Pourquoi? Parce qu'actuellement, toutes les matières seront enseignées en arabe. Et nous sommes restés 20 ans à enseigner les matières scientifiques en français. Est-ce que ces enseignants sont préparés qui n'avaient que les matières littéraires? Il va falloir les préparer, il va falloir les former, parce qu'ils sont restés 20 ans à n'enseigner que les matières littéraires. Donc c'est bon d'avoir rappelé ça, pour qu'on s'appuie sur ça, pour ne pas encore tomber dans des travers avec la réforme qui est en train de se mettre en place. Très bien, très bon point. Alors nous sommes d'accord que l'équité d'un examen dépend aussi de l'organisation. Alors, quel regard portez-vous sur le choix des surveillants, l'encadrement des centres, le déroulement des épreuves? Oui, moi je crois qu'au niveau de l'organisation des examens également, je crois que toute l'opération est confiée, elle est confiée à la direction des examens. C'est la direction des examens qui pilote au niveau national l'organisation des examens, notamment l'examen du baccalauréat. Et effectivement, là aussi, il y a à redire, parce que tout simplement, il y a vraiment des surveillants à mobiliser, il y a des correcteurs à mobiliser. Mais là aussi, le hic, c'est que parfois aussi, cela se fait sans respecter les critères de choix des surveillants, les critères de choix des correcteurs, parce que tout cela est très important pour vraiment que l'on puisse organiser un examen avec des résultats vraiment qui sont acceptables. On voit par exemple qu'au niveau du baccalauréat, quand on regarde un peu au niveau de l'organisation, on voit que ces dernières années, on introduit beaucoup d'enseignants du primaire au niveau de la surveillance, ce qui est anormal. Parce que vous avez des professeurs du secondaire qui sont là, qui sont formés,
pour vraiment enseigner les adolescents, parce que vous savez que ce n'est pas la même chose. Tout à fait. Enseignant du primaire, enseignant du secondaire, c'est différent. Oui. C'est des cycles différents. Il n'y a pas de raison qu'on fasse recours à des enseignants du primaire pour surveiller le brevet ou surveiller le baccalauréat. Logique, oui. Alors que malheureusement, on voit que c'est devenu monnaie courante. Et même au niveau de la correction, également, on voit que parfois on fait recours à des correcteurs qui ne sont pas sur le terrain. Parfois des fonctionnaires dans les ministères, parfois des gens qui ne sont pas des professeurs de terminale. Alors que pour la correction du baccalauréat, normalement, on doit vraiment se fonder sur des professeurs de terrain, des professeurs qui étaient là, qui enseignaient les programmes et qui sont au fait vraiment des programmes, pour vraiment que l'on puisse s'assurer que ces gens-là vont procéder à une correction vraiment sans faute, une correction qui soit normale. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Parfois, on invite des fonctionnaires qui sont au ministère, qui parfois ont fait plusieurs années sans même être dans une classe. On les invite à corriger, etc. Donc, vraiment, c'est parfois... Et là, généralement, ce sont les enfants qui sont lésés. Oui. Tout à fait. Qui sont lésés. La correction est la partie la plus importante. Oui, et puis là, c'est ça. Oui. Parfois, c'est pourquoi parfois il y a beaucoup d'enfants qui protestent, tout le temps, non, c'est les correcteurs. On m'a mis une note que je ne mérite pas, etc. Surtout qu'il y a une période de réclamation, qui est officiellement prévue. Oui. Effectivement. Et on remarque maintenant qu'il y a de plus en plus de dossiers de réclamation. Effectivement. Ça veut dire que la correction est indexée. Effectivement. Hein, la correction est remise en question. Tout à fait. C'est dû au problème qu'il dit. C'est ça. Parce qu'il y a des enseignants, des professeurs de terminale qui sont connus, qui connaissent le programme. Ce sont eux qui doivent être privilégiés dans la correction. C'est comme je le disais, hein, là où il y a indemnité, là où il y a de l'argent, on essaie de faire du favoritisme. Alors qu'on ne doit pas jouer avec l'avenir du pays. L'avenir du pays, c'est l'enseignement des enfants. Mais ce qu'il dit est plutôt spécifique au secondaire. Au primaire, le problème ne se pose pas. D'abord, l'examen est régionalisé. L'organisation est moins lourde. Donc, c'est les gens qui sont sur place. Ensuite, là-bas, ils ont des ordres, ils ont de l'administration déconcentrée, parce qu'ils ont ce qu'on appelle une IDEN, qui est au niveau départemental, qui est appuyé par ce qu'on appelle des inspections de circonscription. Donc le choix est facile. Le choix consiste à prendre, de ce que j'en sais moi, des maîtres de 6e année. Ça, c'est le premier critère. Ce qui est normal. Et parmi les maîtres de 6e année, parmi les plus compétents. Ça, c'est le deuxième critère. Parmi les plus compétents, c'est facile à vérifier sur la base des résultats que chacun a produits durant les années. Et c'est ça qu'il faut appliquer au baccalauréat. Parce que le baccalauréat, quoi qu'on dise, demeure l'examen phare. Le diplôme mythique. C'est le pont vers... Voilà. Si tu vois que les voix s'élèvent, ce n'est pas au résultat du brevet que les voix s'élèvent, ni au résultat de l'entrée en 6e, mais c'est au bac. Parce que c'est au bac qu'on essaie d'évaluer réellement un système éducatif. C'est à partir de là que les gosses vont aller à l'université. Ils vont aller à l'étranger. Ils vont étudier ailleurs. Donc, il y a lieu au niveau du secondaire qu'il y ait vraiment une réorganisation du fonctionnement du secondaire avec un encadrement de proximité, comme ça se fait au primaire. Parce que les inspecteurs du secondaire qui ont été recrutés ces derniers, ils sont tous là à Nouakchott. Ils ont créé ce qu'ils appellent des pôles, mais ils se redéploient tout simplement. Ça ne fonctionne pas. Il va falloir qu'ils s'inspirent de l'expérience acquise par le primaire depuis la naissance de ce pays pour la transférer au niveau du secondaire pour faire un bon travail d'encadrement du secondaire et bien encadrer les professeurs parce que la formation continue de l'enseignant, elle est primordiale. Un enseignant, c'est quelqu'un qui se forme durant toute sa vie. Toute sa vie, tu apprends. L'autre disait la meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner. Parce qu'en enseignant, tu apprends deux fois. Tu apprends pour comprendre, tu apprends pour maîtriser, mais tu apprends aussi pour transmettre.
Vous comprenez? Oui. Donc, il y a lieu, tout ça est lié. Le pilotage, l'encadrement, tout ça, c'est lié. Donc, il y a lieu que... Et cette politique de réclamation, une expérience personnelle, tu vas réclamer, on te donne ta feuille, mais il n'y a pas moyen que la feuille soit recorrigée. C'est aussi Bon, un problème, en principe, quand on réclame, en principe, il y a une commission qui est là pour étudier les réclamations. Et en tout cas, sur le papier, si vous réclamez, si vraiment votre réclamation est jugée recevable, votre copie va être recorrigée. Et vous devez normalement être remis dans votre droit. En tout cas, la copie va être corrigée. C'est ce qui doit être fait. C'est ce qui doit être fait. Effectivement. Mais moi, d'après ce que j'ai, comme elle vient de dire, ce n'est pas le cas. Il paraît qu'il se permet tout simplement de revoir le calcul. Le calcul. Alors que l'idéal serait ça. C'est ça. Parce que vous voyez, corriger. tout dernièrement, ça circule sur les réseaux sociaux. Une copie où il y a une différence de plus de 7 points entre deux correcteurs. Ça pose problème, surtout pour une matière scientifique. Une matière scientifique, quelqu'un te donne ici 16, l'autre te donne 8. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? C'est vrai qu'il y a un système de reprise, de correction, mais malgré tout ça, les réclamations pleuvent. Tout à fait. Ça veut dire qu'il y a lieu, en tout cas, de revoir, de réinterroger les modalités d'évaluation de nos enfants. Et au niveau de la conception des épreuves, de tenir compte du profil de nos enfants. Et au niveau du programme, de faire un toilettage, il ne s'agit pas de surcharger les enfants. Quand un enfant est en série C, il ne faut pas le bourrer d'éducation islamique, de français ou d'anglais. C'est vrai que la langue, c'est important. La religion, c'est important. Mais c'est en fonction des filières où nous sommes, où il va falloir valoriser en fonction de la filière dans laquelle se trouve l'enfant. Moi, j'ai suivi même le jeune qui était le premier au bac technique. Il relevait ce problème-là. Il disait qu'on nous surchargeait en français, on nous surchargeait en arabe, alors que nous sommes des techniciens. Tout à fait. On aurait voulu que le coefficient soit plus relevé en mathématiques, en physique, chimie, etc. etc. Voilà un peu. Moi, je pense qu'il y a un travail vraiment à faire. Tout à fait. C'est pas parce que les enfants sont mauvais, mais c'est parce que le système, lui, ne fonctionne pas. Effectivement. Et quand le système ne fonctionne pas, il faut tout remettre à plat. Tout à fait, tout à fait. Non, nos enfants ne sont pas moins intelligents que les autres. Ceux qui sont en train de brandir aujourd'hui des résultats de 80%, c'est parce qu'ils ont un système qui fonctionne. Nous, le nôtre ne fonctionne pas. Et c'est à ce niveau qu'il va falloir poser les questions. Et aller vers des décisions importantes. Malheureusement, je n'ai pas bon espoir parce que avec les 13,5%, il y a eu, entre-temps, la conférence de presse. C'est ça, du président. On n'en a même pas parlé. Aucun journaliste n'a relevé cette question. L'éducation qui est primordiale, qui est la base de tout. Personne. Et parmi ces journalistes, il y a des enseignants. Personne n'a parlé. Alors que les parents sont dans tous leurs états. Tout à fait. Les parents sont en émoi. Tu ne peux pas investir sur un enfant pendant 9 mois ou pendant même 4 ans que dure le lycée ou 3 ans. Et enfin, il te revient avec une moins de 4, une moins de 5, comme s'il n'avait jamais travaillé. Hein? On veut tout remettre sur les enfants, mais ce n'est pas vrai. Tout à fait. C'est le système en lui-même qu'il faut revoir, de fond en comble. Voilà. Continuons de parler de la chaîne. Est-ce que notre système, selon tout ce qui a été dit, arrive suffisamment tôt à détecter les difficultés des élèves avant qu'elles deviennent difficiles à corriger? Oui, bien ça, je crois que nous en avons déjà parlé, parce que le système, on a dit qu'il fait face à un problème d'encadrement, un problème de suivi, pour pouvoir détecter en fait les lacunes et tout ça. Ça, je crois que c'est un problème d'évaluation qui est à la base même des enseignements qui sont dispensés, d'abord par les enseignants eux-mêmes, et à la base aussi de l'évaluation qui est faite normalement par le corps d'encadrement, qui malheureusement, comme on l'a dit, fait défaut, ou bien ne fait pas vraiment son travail comme il se devait. Sinon, en fait, les difficultés des enfants, elles sont connues, ces difficultés, elles sont connues. Et au niveau du ministère, les diagnostics sont là. Il y a eu beaucoup de diagnostics, beaucoup d'études
sur vraiment la situation un peu sur le niveau des enfants, le niveau des élèves, leur niveau en lecture, en écriture. Bien, les chiffres sont là, on les connaît, ils ne sont pas bons. On sait qu'il y a des problèmes de lecture, des problèmes de lecture, même au niveau de l'enseignement fondamental, qui est la base. Mais comme l'a souligné l'inspecteur Diallo, si la base n'est pas bonne, bien, tout va à l'eau. Tout va à l'eau. Et comme vous le savez, l'enseignement préscolaire, il est fondamental. Parce que l'enfant, il y a vraiment une période cruciale, la petite enfance. Tout à fait. Si on rate la petite enfance, bien, on rate tout. On rate tout. Parce qu'aujourd'hui, vous avez, par exemple, les grands, en tout cas les grands penseurs, les grands pédagogues, ils disent que c'est sur cette tranche d'âge-là qu'il faudrait vraiment travailler le mieux pour que l'enfant puisse avoir une base. Mais malheureusement, chez nous, c'est un peu le contraire, parce que malheureusement, on ne travaille pas bien la base. Et au collège, vous avez parfois des enfants qui viennent pratiquement analphabètes dans notre système. Et ça, c'est une catastrophe. Tout à fait. Ça veut dire tout simplement qu'il y a un travail en amont qui n'a pas été fait. Et vous allez venir au secondaire, vous allez continuer. Et il y a aussi le système d'évaluation lui-même, Voilà. qui est complaisant. Oui, même parce au niveau qu'un enfant ne doit pas quitter l'école primaire pour aller au collège sans pouvoir faire une lecture courante. Oui, lire et écrire normalement. Même si la lecture n'est pas expressive, elle doit être courante. C'est-à-dire que tu sens que quand il lit, il comprend ce qu'il lit. Effectivement. Qu'est-ce qui fait que cet enfant, arrivé au collège, les professeurs détectent qu'il ne sait pas lire. Donc il y a un problème, dans l'évaluation pour passer d'un ordre d'enseignement à un autre. Comme on dit chez nous, Djang de Goum. Donc il y a un problème. Pourquoi l'amener à un ordre où il n'a pas encore acquis toutes les compétences? Il n'a pas de base. Ça veut dire que les modalités d'évaluation sont à revoir. Sont faussées, oui. Effectivement. Est-ce que c'est pas ce qui nous arrive au bac? Tout à fait. C'est la même chose. Quand le professeur de collège, lui, il se plaint parce qu'il a un enfant qui ne sait pas lire. Si tu ne peux pas lire, comment tu vas résoudre un problème? Comment tu vas faire tes sciences naturelles? Comment tu vas faire la physique chimie? La langue est à la base de tout. Effectivement. La langue d'enseignement, elle est à la base de tout. Si elle n'est pas maîtrisée par l'enfant, toutes les autres disciplines vont s'écrouler. Tout à fait. Vous comprenez? Et pour cela, il faut qu'il y ait une évaluation objective, sérieuse, bien menée, pour décider. Parce qu'il s'agit de décider. Pour décider du passage d'un ordre d'enseignement à un autre. Et nous, quand je disais qu'il y a eu des problèmes d'application des approches pédagogiques dont il parlait, c'est valable pour l'APC. Ça a été mal. Pourquoi? Parce que l'APC, ce n'est pas seulement développer les compétences, mais c'est aussi mettre l'accent sur l'évaluation, avec les différentes formes d'évaluation. Il y a d'abord l'évaluation diagnostique, c'est-à-dire avant de commencer l'année scolaire, tu dois savoir où est-ce qu'il en est l'enfant. Il revient au mois d'octobre. La première des choses à faire, c'est de faire ce qu'on appelle une évaluation diagnostique. Cette évaluation diagnostique, elle va te permettre de savoir est-ce qu'il a les compétences requises pour faire les cours dans la classe où il a été orienté. Mais au cours de l'année, il y a ce qu'on appelle l'évaluation formative, qui fait partie des apprentissages, des enseignements-apprentissages. C'est-à-dire enseigner, l'opération d'évaluation est incluse dans l'opération d'enseignement-apprentissage. C'est-à-dire à chaque étape, il faut évaluer pour permettre de déceler les difficultés de l'élève. Si vous ne décelez pas par des évaluations régulières qu'on appelle des évaluations formatives, pourquoi on appelle ça évaluation formative? Parce que ça permet de corriger, de former. Parce que quand tu fais un devoir, tu peux savoir où est-ce que les gosses ont péché, où est-ce que les gosses ont trébuché. Et en fonction de ça, tu dois reprendre tes apprentissages. Cela n'est pas fait. Mais là, on passe de l'évaluation diagnostique qui est parfois très mal faite à l'évaluation sommative pour décider du passage ou du redoublement de l'enfant. Ça veut dire qu'il y a un travail qui n'est pas bien mené. Il y a un autre problème encore plus grave aujourd'hui, parce que malheureusement aujourd'hui, dans nos établissements scolaires, secondaires, pratiquement on ne fait plus d'évaluation. Parce que tout simplement, il y a aussi le problème du contexte
qui l'explique. Parce que quand vous avez par exemple un professeur qui a 5 classes de 100 élèves chacun, est-ce que vous voyez? Mais il ne peut pas faire une évaluation. Les professeurs ont même des problèmes. Voilà, les conditions d'apprentissage. Parce que vous faites un devoir, normalement, au niveau de l'évaluation. Après chaque leçon, vous devez faire une évaluation. Mais c'est ce qu'on nous enseigne en tout cas. Mais malheureusement aujourd'hui, vous avez parfois des professeurs qui vous font une évaluation par trimestre. Parce que tout simplement, ils ne peuvent pas corriger 500 copies. Est-ce que vous voyez? Ce qui fait que, et là c'est malheureusement, et quand il fait l'évaluation aussi, la plupart du temps ce n'est pas objectif. Parce qu'aujourd'hui également, vous savez, avec le développement de la triche, c'est devenu une catastrophe. Parce qu'aujourd'hui, nos enfants, malheureusement, ils tombent dans la facilité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand il y a évaluation, vous avez parfois des enfants qui font recours à la triche, etc. Et donc l'évaluation est faussée d'avance. Tout à fait. Ce qui fait que tout est faussé. Vous avez l'enfant qui passe d'une classe à une autre, et puis malheureusement sans avoir le niveau. Et il se retrouve en terminale sans aucun niveau, parce qu'on sait comment il est arrivé en terminale, et le bac vient, eh bien, parce que tout simplement, s'il n'arrive pas à tricher pendant le baccalauréat, il passe à côté. Mais ça, c'est des réalités. C'est des réalités, malheureusement, de notre système éducatif qu'il convient aussi de reconnaître. D'accord. Alors, puisqu'on a parlé du bac, du brevet, de l'échec, et je pense qu'on a vraiment fait le tour, mais on parle souvent du nombre de bacheliers et des diplômés, mais avons-nous suffisamment réfléchi à ce qui vient après les diplômes? Oui, ça aussi, c'est une autre grande question. Parce que, vous savez, on parle beaucoup, en tout cas, c'est à la mode, donc le couple adéquation, formation, emploi. Sur le papier, on en parle, mais dans la réalité, c'est autre chose. Malheureusement, dans notre système éducatif, on ne tient pas beaucoup compte de cette adéquation, formation, emploi. Et la preuve, c'est que tout simplement, notre université, elle sort chaque année des centaines de diplômés qui se retrouvent tout simplement au chômage. Oui. Parce que tout simplement, il n'y a pas cette évaluation, plutôt cette adéquation. Donc, le système lui-même, il n'est pas vraiment arrimé aux entreprises, il n'est pas arrimé à l'administration. Donc, on n'a pas cette adéquation formation-emploi, ce qui fait que malheureusement, on forme des diplômés qui parfois se retrouvent au chômage. Et c'est pourquoi d'ailleurs, vous voyez, les diplômés qui sortent, vous savez, un jeune diplômé, quand il finit ses études, parfois avec la situation difficile, avec le contexte difficile, avec la situation sociale et tout ça, parfois le jeune veut travailler. Vous voyez, il n'y a pas de débouché. Généralement, les seuls débouchés, c'est parfois l'enseignement ou bien parfois la santé, et vous n'avez pas le choix. Même si vous avez un diplôme en physique nucléaire, vous allez vous rabattre sur l'enseignement, ou vous rabattre être un infirmier d'État. Donc, il n'y a pas d'adéquation, malheureusement. Et puis, au niveau également de l'enseignement professionnel. Le diplôme n'est pas une finalité en soi. Le diplôme doit préparer à la vie active. Et pour cela, il va falloir qu'on repense. Parce que nous avons un système qui est copié complètement du système colonial. Français, oui. Nous ne l'avons pas repensé. Et nous avons les mêmes filières. C, D, A, lettres originelles, etc. Alors que même dans les pays voisins, il y a beaucoup plus de filières. Il paraît qu'il y a une réflexion qui est en train de se mener pour faire une réforme dans le domaine des filières. Il faut diversifier les filières pour avoir des enfants à plusieurs profils en fonction de leur potentialité. Ne restez pas figés dans les filières que nous avons, mais aussi repenser l'enseignement, parce que l'enseignement que nous faisons est un enseignement trop général. Hein? Il va falloir aussi qu'on pense à un enseignement qui peut
déboucher sur une professionnalisation. Moi, ce matin, j'ai discuté avec un ami d'enfance qui me disait son fils est revenu avec 5 de moyenne, il pense à le mettre dans une école professionnelle, il ne va pas recommencer. Donc, il y a vraiment toute une interrogation à se faire. On arrive à terme, profitez-en pour conclure. Avant oui, juste pour conclure, moi, je voudrais attirer l'attention et du ministère et des parents d'élèves sur ce qui est en train de se jouer maintenant. Parce que nous avons installé une nouvelle réforme. Vous savez qu'on a décidé de retirer l'enseignement fondamental du privé pour le remettre dans l'enseignement public. Alors que l'enseignement public n'est pas préparé à recevoir tous ces enfants-là. C'est-à-dire que les capacités d'accueil des écoles n'ont pas suivi, ce qui fait les pléthores dont il parle. Mais là où je veux attirer l'attention et des parents et du ministère, c'est que les enfants qui ont fait l'entrée en 6e cette année, c'est la dernière vague de la réforme de 1999. Et puisque il n'y a eu que 54, je crois, d'admission, qu'est-ce qu'ils vont faire des 46%? Il faut qu'ils sachent que les 46% ont droit au redoublement. Parce que dans le système éducatif, tout enfant a droit à un redoublement. Donc il va falloir qu'ils se préparent pour redonner une seconde chance à des enfants qui sont issus de l'ancienne réforme pour refaire leur entrée en 6e. Parce qu'ils ne peuvent pas retomber dans un nouveau système qu'ils ne connaissent pas. Mais moi, je voudrais tout simplement dire qu'aujourd'hui, avec donc, ce projet d'école républicaine qui a été initié par les autorités du pays, l'enseignement, malgré tout, continue toujours à patauger dans des difficultés. Et je crois qu'il va falloir injecter beaucoup plus de moyens. On n'en a pas beaucoup parlé, mais aussi la question des moyens est fondamentale. Parce qu'on ne peut pas réussir vraiment un système éducatif sans injecter les moyens qu'il faut. Il faut également améliorer l'environnement scolaire, améliorer également les conditions des enseignants. Là aussi, je crois que c'est fondamental, parce que tant que la situation des enseignants n'est pas vraiment améliorée, on sait que ces dernières années, il y a eu des pas qui ont été franchis donc, dans ce sens, mais c'est insuffisant, parce qu'il va falloir en tout cas que les autorités mauritaniennes injectent beaucoup plus de moyens dans l'éducation qui vraiment constitue plutôt l'avenir du pays. Oui, très bien, merci. Alors merci Monsieur Bakary Gueye. Et merci Doyen Diallo. Et merci à vous chers téléspectateurs. Je pense qu'on a fait le tour. À très bientôt pour un nouvel épisode de votre émission Regard croisé.